till the end. Bonjour Madame Nawal Moutaoukil et merci de nous recevoir dans les locaux de votre association marocaine Sport et Développement au sein du stade Mohamed V. Donc on va commencer directement par une petite question concernant votre parcours. Si vous pouvez faire un bref résumé de votre parcours, tant que faire se peut. Alors, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue ici parmi nous dans ce siège mythique qui est le siège de l'association marocaine Sport et Développement. Vous remercier d'avoir pris la peine de venir d'Oujda jusqu'à Casablanca en plein mois de Ramadan et en plein Covid. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Vous féliciter pour tout ce que vous faites, jeunes étudiants, porteurs de plein d'espoir pour notre cher pays, le Maroc, que nous aimons tous. Donc quand je vous vois, je vois ce dynamisme, je vois que notre beau pays est entre de bonnes mains quand je vois des jeunes personnes comme vous. Concernant mon parcours sportif, d'abord je voudrais présenter ma personne, Nawal Moutaoukil, né le 15 avril 1964 à 50 mètres de ce stade, qui lui-même est un stade mythique, qui rappelle tellement de belles choses, chargées d'histoire, des histoires chargées d'émotions. Je disais, je suis née à quelques mètres, 50 mètres d'ici, donc c'est tout naturel pour moi de grandir dans un quartier qui respirait le sport, qui parlait sport, qui faisait du sport. Donc j'ai démarré à l'âge de 14-15 ans et on a déménagé vers un quartier qui n'est pas loin d'ici non plus, mais qui est à côté, mitoyen d'un autre terrain sportif qui s'appelle l'Idéal, dans un quartier qui s'appelle Bourgogne, qui a connu plein de grandes gloires du sport marocain, des anciens qui ont représenté le Maroc dans le football, cyclisme, athlétisme, volleyball, la boxe et plein d'autres sports. Donc c'est un quartier, je dirais, quartier olympique et un quartier sportif. Et aujourd'hui, avoir le siège de notre association dans ce stade, encore une fois, mythique, n'est qu'une chose qui est tout à fait normale et naturelle pour moi. Donc Nawal commence l'athlétisme pendant les années, je dirais, 1977-78, alors jeune de 14-15 ans. J'ai évolué dans un autre stade pas loin d'ici, un terrain qui s'appelle la Casablancaise, où j'ai démarré mes premières foulées sur une piste qui n'était pas une piste en synthétique. C'était les années, je dirais, où je découvrais le sport et la beauté du sport, les années de mon adolescence où j'aurais aimé faire autre chose, comme les jeunes filles de mon âge, de l'époque, mais j'ai aimé et préféré me consacrer pleinement et totalement à quelque chose que j'ai commencé à découvrir et aimer très rapidement et qui était l'athlétisme. Donc je démarre avec le cross-country, par la suite pour choisir des épreuves de sprint, de saut en longueur. Et je découvre un entraîneur de l'époque qui s'appelait Jean-François Cocan, qui s'est inscrit dans mon club, le club municipal casablancais, et qui m'a initié à la découverte d'autres épreuves telles que le 400 mètres et puis le 400 mètres et ainsi est née une autre histoire qui est une histoire de rêve, parce que je rêvais tout de suite à devenir championne olympique. Et je ne m'interdisais pas à rêver, parce qu'avec mes parents, qui eux aussi étaient sportifs, mon père était un judoka, ma mère faisait du volleyball, et puis mes frères et mes sœurs, on était tous baignés dans la même ambiance, donc impossible de ne pas parler sport. Donc j'ai été portée par mon entourage familier, par
mon entourage, par mes amis, les voisins, le club, pour aller plus haut, plus loin et plus vite. Donc j'ai démarré ma petite carrière sportive en me déplaçant ici à travers le Maroc, à Casablanca, Rabat, Jadida, Khmissat, Khenefra, ainsi de suite. Et tout de suite après, je me suis vue avec mon sac à dos carrément aller en Tunisie, au Sénégal, en France, en Italie. Très jeune, ça vous aide à vous découvrir vous-même, à découvrir d'autres cultures, d'autres concurrentes, d'autres pays. Et c'est comme ça que ma vie a basculé vers d'autres horizons, des horizons qui m'étaient un peu étrangers. Mais de par mon jeune âge, j'étais déjà appelée à devenir très curieuse et à aller vers l'ambition, vers l'excellence et à suivre mon petit bonhomme de chemin, d'aller vers la découverte encore une fois. Et avec mon entraîneur, on a brisé tous les tabous, toutes les barrières. Et le choix du 400 mètres haies n'était pas anodin, parce que par la suite, ça m'a tellement inculqué, enseigné tellement de choses dans la vie de tous les jours, parce que c'est des haies réelles, mais il y a aussi des haies psychologiques dans le mental de certaines personnes. Et pour moi, il s'agissait aussi de briser ces tabous, de briser ces barrières, des choses que je fais aujourd'hui dans ma vie quotidienne de tous les jours. Donc je rappelle à nos spectateurs que vous êtes la première femme arabe et africaine à avoir décroché la médaille d'or du 400 mètres haies, qui venait d'être acceptée comme étant une discipline olympique. Du coup, est-ce que vous étiez consciente à l'époque de l'impact ressortissant? Je voudrais juste rappeler à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui que le 400 mètres haies, qui est mon épreuve, était une épreuve depuis de longues années, une épreuve masculine. Elle est devenue une épreuve à part entière dans le programme olympique en 1984 que pendant ces Jeux olympiques de 1984, parce que ce que doivent savoir et connaître les jeunes d'aujourd'hui, c'est que le fondateur des Jeux olympiques, qui s'appelait le baron Pierre de Coubertin, était vraiment déterminé à ne pas accepter l'élément féminin dans le monde du sport. Il a répété à maintes reprises, lors de tout congrès et manifestation, que la place de la femme était ailleurs et pas dans le sport. Et il avait dit 3 phrases, à savoir que la place de la femme était inesthétique, inappropriée et inacceptable. Or aujourd'hui, quand on voit le retournement de la situation, la femme est non seulement présente à part entière avec tout son poids, mais elle est en train de battre et pulvériser des records qui, jadis, étaient réalisés par l'élément masculin. Je voudrais aussi rappeler que pendant le siècle passé, la femme était présente dans seulement de très très rares sports, à savoir le tennis, je dirais la natation, le golf, quelques épreuves en athlétisme. Ce n'est qu'après... Et la plus longue distance de l'époque était le 800 mètres. Et ce n'est qu'après les années 60, 70, 80, où le programme olympique a été, je dirais, a accepté l'inclusion de la femme et son acceptation, d'où le 400 mètres haies en 1984, le marathon en 1984 également, pendant les Jeux olympiques, et par la suite le 3000 mètres steeple, le lancer du marteau, le saut à la perche, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est pratiquement à part égale avec la femme avec son homologue masculin. Et donc, la question, c'est de savoir si ma vie allait basculer de cette manière. Non, je m'attendais à tout sauf à ça. Je voulais ça. Je voulais également gagner. Je ne savais pas comment. J'étais un peu perdue dans mes rêves. Heureusement que j'avais un entourage approprié, dont ma famille, mon entraîneur, comme j'ai dit tout à l'heure, mon club qui était le club municipal casablancais, au niveau de la fédération, au niveau du ministère. Et j'avais un accompagnement vraiment à tous les niveaux, sans moyens financiers. À mon époque, il y avait très très peu de sous. Et donc, on bricolait avec les moyens du bord pour que mes rêves se réalisent. Et souvent, et ça je le répète tout le temps, parce que mon père
à qui je reprochais le fait d'être petite de taille. Je fais 1,59 m. Et pour moi, psychologiquement, c'était quelque chose d'handicapant. Et il m'a toujours répété que les meilleurs cadeaux venaient dans des petits paquets, comme des rubis, des diamants et tout ça. Il me disait, il faut dans la vie être patiente et tu verras, tu vas exceller et tu vas réussir dans ta vie et de sportive et ailleurs. Et donc, je courais parce que j'aimais courir. Gagner la médaille d'or, c'était quelque chose qui était un rêve, mais pour lequel je m'étais préparée en 1980, parce que en 1980, le Maroc avait boycotté les Jeux. J'étais sélectionnée pour aller à Moscou. Donc mon rêve s'était évaporé. Et donc je m'étais préparée pendant 4 ans, jusqu'à 1984. Et je m'étais dite, c'est mon jour, c'est là où je dois gagner, ici, maintenant et tout de suite. Et donc il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance en soi, il faut avoir cette détermination qui nous a été apprise par le sport, parce que le sport c'est quand même un monde de valeurs, un océan de valeurs, et qui vous permet de vous réveiller le matin. Vous avez déjà tracé vos objectifs, vous avancez à pas sûr, et vous vous dites à chaque fois, vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure, vous devez gagner parce que vous devez gagner, il faut gagner, parce que vous êtes le numéro 1. Et ça aussi, c'est une partie que j'avais apprise avec mon côté américain quand je suis allée aux États-Unis étudier. Et là-bas, j'ai eu une autre manière de penser et de réfléchir avec mes entraîneurs qui vous poussent à vos limites et qui vous poussent au-delà de vos limites, si je puis dire. Et avec eux, j'ai appris une autre manière de me surpasser et de vraiment croire en mes capacités, même malgré ma petitesse de taille et d'où je viens, parce que c'était aussi handicapant. On voit en vous la Marocaine, l'Africaine qui vient sans moyens, se frayer un chemin vers l'excellence et vers la gloire. Et pour moi, c'était des défis tous les jours, tout le temps et à tous les niveaux, aussi bien au niveau de mes études qu'au niveau de ma carrière sportive. Il fallait à chaque fois m'imposer et montrer et démontrer que j'étais capable, que j'avais aussi des capacités, que je peux aussi avoir des rêves et que je peux aussi arriver à pulvériser des records. Et donc, chemin faisant, je gagne ici au niveau local, dans mon quartier, dans ma ville de Casablanca, au niveau marocain, pour aller au niveau arabe, méditerranéen, continental, africain. Et là, je me dis, il ne me reste que le monde. Et c'est comme ça que j'ai pu toucher à cette médaille olympique qui était en même temps à ma portée et en même temps loin. Parce qu'on rêve, mais on ne sait jamais si ces rêves vont se concrétiser. Et moi, ce que je retiens le plus, la veille de ma compétition en 1984, je reçois mes entraîneurs américains qui me disent, tout comme mon père, tu as tout gagné, tu as tout gagné. Il ne te reste que cette médaille, que ce rendez-vous à ne pas rater, à ne jamais rater. Alors Los Angeles était le rendez-vous à ne pas rater, et surtout qu'avant le départ de la délégation marocaine, nous avons été reçus par le défunt Hassan II au Palais Royal à Casablanca, qui nous a souhaité qui nous a donné un souffle, je dirais, qui nous a soutenus, voilà, dans notre rêve, en nous disant, je suis sûre que l'un parmi vous ou l'une parmi vous va ramener une médaille d'or. Et j'avais l'impression, puisqu'il avait remarqué ma présence féminine, je fus la seule athlète dans une délégation masculine, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi, qu'il me parlait droit dans les yeux et qui me disait tu es capable de ramener la médaille d'or. Donc c'était une pression supplémentaire. Et une fois là-bas, il fallait absolument arracher cette médaille. Il fallait avec toutes mes forces, avec toute mon énergie. Et voilà, la suite, vous la connaissez. J'étais ivre de joie, de bonheur, parce que en réalisant ce rêve, ma vie a complètement basculé. Et en 54 secondes, Nawal est passé, comme j'aime répéter, from zero to hero. Et donc, voilà, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, grâce à cette médaille, grâce à cette victoire, qui a complètement changé
la perception des gens à l'endroit de la femme marocaine, la perception même de la femme marocaine vis-à-vis d'elle-même. Et depuis, on voit des femmes courir, des femmes pratiquer n'importe quel type de sport. Aujourd'hui, on a une très belle représentativité à l'international de l'élément féminin. La femme est présente dans le football, dans la boxe, dans le judo, taekwondo, dans la lutte, dans des sports qui, il y a quelques années, on ne pensait même pas que la femme allait s'adonner à ce type de sport. Or, en 84, quand je courais, il y avait quelques mentalités qui étaient un petit peu, je dirais, un peu obtus, qui ne voulaient pas, quand ils me voyaient courir, ils se posaient la question pourquoi Nawal elle court. Or, aujourd'hui, on voit des centaines et des milliers de femmes courir à Casablanca, dans toutes les villes, même dans le rural. Et je voudrais juste rappeler, saisir l'occasion, ouvrir une petite parenthèse pour dire que l'association marocaine Sport et Développement avait lancé les toutes premières courses sur route qui étaient exclusivement féminines ici à Casablanca. Aujourd'hui, on voit ces courses vraiment s'organiser à travers tout le Maroc, même le Maroc profond, dans le rural. Et je suis heureuse d'avoir contribué à ce petit coup de pouce pour que la femme marocaine puisse se prendre en charge par rapport à sa santé, par rapport à son physique, par rapport à son bien-être. Et parce que le sport, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a des valeurs, encore une fois, illimitées. Alors, vous avez parlé un peu de la misogynie dont souffraient les femmes au niveau des Jeux Olympiques. Donc, c'est vrai que les Jeux Olympiques féminins sont un fort rappel que les femmes sont autant capables que les hommes de détermination et de persévérance. Vous en avez donné la preuve indéniable à plusieurs reprises durant votre parcours. Donc, vous avez certainement fait face à quelques problèmes, à quelques obstacles inhérents à cela. Comment êtes-vous arrivé à vous hisser par-delà ces obstacles? C'est vrai que le monde du sport était un monde où il y avait beaucoup de ségrégation, beaucoup de discrimination. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues moi personnellement. Et je me refusais de voir les futures générations souffrir de ces ségrégations et ces discriminations. Et donc au niveau du Comité international olympique, cette chose a été bien comprise pendant les années 80-90, d'où la création d'une commission, plutôt d'un petit groupe de travail pour les femmes. Et ce groupe de travail a été changé en carrément commission qui devait réfléchir sur comment on peut inclure de manière très forte l'élément masculin à tous les niveaux. Et de cette réflexion est née une conférence mondiale en 2006 à Lausanne, une conférence sur la femme et le sport, à laquelle avaient participé de nombreux comités nationaux olympiques, de nombreuses fédérations internationales, de nombreuses championnes olympiques et non olympiques et d'experts. Et donc on est sorti avec des recommandations qui incitaient l'ensemble du mouvement sportif et de la famille olympique. Quand on parle de la famille olympique, c'est d'abord les champions, les fédérations, les comités nationaux olympiques, la presse, les sponsors, ainsi de suite, pour qu'il y ait une réelle prise de conscience par rapport à l'implication, l'inclusion de la femme à part entière à tous les niveaux. Et ce n'est que comme ça que la femme peut accéder à présider certaines destinées d'une fédération, d'un club, d'une ligue sportive. On ne veut pas simplement la voir sur la piste, mais au-delà de la piste. D'où l'acceptation à travers un quota qui a été imposé à l'époque de 10%, qui montait à 15%, à 20%, à 25%. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 50-50. Ça n'a pas été facile. Il a fallu vraiment faire un travail de forcing, un travail de prise de conscience, parce que c'est difficile d'aller par exemple vers des pays où la femme n'a même pas encore de permis de conduire, n'a même pas encore le droit du vote, et vous allez lui dire on veut que vos athlètes se mettent en short pour aller concourir face à des milliards de téléspectateurs à travers la planète. Et donc il a fallu faire un travail de sensibilisation, un travail d'éducation, de prise de conscience pendant de longues années.
Et tous les 4 ans, on a tenu une conférence mondiale pour justement faire le bilan de nos décisions et nos recommandations. Aujourd'hui, lors des Jeux Olympiques, vous voyez la jeune athlète porteuse du drapeau au même titre que son homologue masculin, or que dans le passé, seuls les hommes portaient le drapeau olympique devant chaque délégation pour faire le défilé aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, vous trouvez une femme entraîneur, une femme accompagnatrice d'une délégation lors des Jeux Olympiques. Vous trouvez également une femme chef de mission. Vous trouvez femme médecin, femme journaliste, qui n'existait pas à mon époque en 1984. J'étais la seule athlète féminine. Je n'avais avec moi ni entraîneur, ni médecin, ni kinésithérapeute, ni journaliste femme, ni rien du tout. Et je me posais déjà à l'époque la question, je me disais, mais mon Dieu, le Maroc qui recèle de compétences féminines, pourquoi je me trouve toute seule? Pourquoi je n'ai pas d'autres femmes à qui me confier pendant les moments de trac et qui paralysaient mes jambes? Parce que j'étais vraiment dans des moments de stress, des moments d'angoisse, des moments de doute, où je me disais peut-être je ne peux pas exceller, c'est l'occasion, c'est le moment pour moi, mais peut-être que mais je ne trouvais personne avec qui partager cette souffrance interne, parce qu'on était dans un dilemme. On se dit, est-ce que le Maroc, les Marocains vous regardent? Est-ce que la télévision c'est en direct? Est-ce que ma famille va apprécier ma course ou pas? Est-ce que techniquement je vais être au point? Et tout ça, on a envie de le partager avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, j'aurais aimé que ça soit une femme, chose qui n'existait pas à l'époque. Or, aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. On a des femmes qui ont été acceptées, et ça depuis les Jeux Olympiques en 1912 à Londres. Toutes les fédérations internationales devaient présenter au moins un élément féminin. Excusez-moi, les comités nationaux olympiques devaient présenter au moins un élément féminin. Et toutes les fédérations internationales devaient avoir dans le programme pendant les Jeux Olympiques aussi bien des épreuves masculines que féminines. Et le football fut parmi les derniers sports, je ne dirais pas parmi les derniers sports parce qu'il a quand même accepté la femme en 1996 en tant que joueuse à part entière. Et la boxe a été le dernier sport olympique qui a été accepté à Londres en 2012, excusez-moi. Et aujourd'hui, on voit l'élément féminin être présent sur tous les plateaux olympiques. Partant de là, c'est vrai que ça n'a pas été chose facile pour moi et bien d'autres femmes de trouver un terrain propice pour pouvoir ambitionner à d'autres positions en termes de gouvernance du sport, parce que c'était un monde masculin, c'était les hommes qui présidaient les clubs, les hommes qui présidaient les fédérations, les hommes qui présidaient les ligues et les confédérations aussi bien continentales qu'internationales. Très très rares étaient les femmes qui étaient présentes dans la gestion quotidienne du sport. Or, moi, maman, j'ai envie que ma fille puisse être entraînée par une femme, puisse être encadrée par une femme, puisse être conseillée par une femme. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est dans cet aspect plus précis où le Comité international olympique et certaines fédérations internationales ont beaucoup travaillé pour que la femme puisse se prendre en charge et puisse être consciente de son rôle dans la société et pour être beaucoup plus engagée, beaucoup plus investie dans l'entraînement, dans la gestion quotidienne du sport, dans les fédérations, dans les clubs, ainsi de suite. C'est pas tout à fait ça au Maroc, mais on est en train d'avancer petit à petit en suivant les consignes de l'international. Et il faut aussi que la femme puisse vraiment être consciente de son rôle, consciente mais pleinement de son rôle, parce que rares sont les femmes qui acceptent de rester dans des assemblées générales jusqu'à minuit, par exemple, où le langage parfois ne plaît pas à l'élément féminin, parce qu'il y a quand même un langage assez dur pendant les échanges, pendant les congrès et les assemblées générales et pendant des réunions. Il faut aussi que la femme accepte à prendre sur son temps
si elle a envie d'accompagner sa fille ou son fils dans un sport déterminé. Il faut également qu'elle accepte son rôle dans le management de tous les jours d'un club ou d'une ligue ou d'une fédération. Donc elle aussi, elle a sa part de responsabilité. Donc si elle accepte, elle peut avancer. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce que ça n'a pas été chose facile pour moi d'accéder à ces niveaux dans la gestion du sport jusqu'au comité international olympique. Parce que nombreux sont ceux qui ont connu Nawal et ses exploits. Ils ont dit, elle est chanceuse, elle a beaucoup de chance. Et moi, dans la vie, je dis, il y a 90% de travail dur, mais vraiment très très dur et de longue haleine, et 1% de chance. Rien ne tombe du ciel. Rien ne tombe du ciel parce que moi, je crois au travail. Et parfois, j'ai envie que mes journées puissent être des journées de 26 heures et pas de 24 heures. Tellement je me sens passionnée par ce que je fais. La passion, c'est quelque chose d'essentiel. Quand vous aimez, vous ne comptez pas vos heures, vous ne comptez pas vos jours. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez accéder à un niveau supérieur. Bon, moi, je parle de la partie de Nawal, la sportive. Par la suite, Nawal dans le gouvernement. Et par la suite, Nawal dans les instances internationales. Tout ça, il a fallu qu'il y ait un travail quand même. Qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait vraiment beaucoup de choses qui ont fait que Nawal a pu accéder à ces instances alors que les barrières étaient toujours là, même parfois invisibles. Parfois elles peuvent être psychologiques, mais les barrières sont là. Et je pense que ma partie d'athlète me rappelle toujours que l'excellence vient après je dirais pas la souffrance, mais vient après un acharnement et un travail difficile, dur et de longue haleine. Ce n'est que comme ça qu'on peut exceller dans la vie. Donc la misogynie a toujours existé dans mon monde. Le sport est un monde masculin. Même si la femme commence timidement à faire sa place, ça reste quand même encore difficile. Alors, vous êtes la présidente et fondatrice de l'association marocaine Sport et Développement, une association caritative dont le but est d'accessibiliser le sport pour tous. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à fonder cette association et à en être la présidente jusqu'à maintenant? Alors, l'association marocaine Sport et Développement. Je termine ma carrière en 1987-88, même 89. Je commençais à avoir des soucis de santé et ma forme vraiment commençait à baisser. Et même psychologiquement, mentalement, je n'avais plus je n'arrivais plus à accepter cette pression tellement elle était omniprésente. Et je décide de quitter les stades, je décide de faire autre chose de ma vie. Mais cette autre chose, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je termine d'abord mes études et je rentre au Maroc. Et, je fonde une famille, mais tout de suite après, j'avais envie de mettre ma petite expérience au service de la jeunesse marocaine. Et je commence à organiser des forums, j'organise des conférences, j'organise des rencontres. Et il fallait structurer tout ceci au sein d'une instance officielle. Il fallait officialiser, voilà la chose. Et j'ai toujours été entourée de personnes, d'hommes et de femmes de très bonne volonté, des experts comme c'est Abdelmalek El-Habil, des champions olympiques, des champions du monde, des champions tout court, des gens qui aiment leur pays et qui sont amoureux du sport, encore une fois. Donc ensemble, on a commencé à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire. Donc je me suis servi de ma personne pour aller taper à toutes les bonnes volontés, taper à toutes les portes pour pouvoir être aidé financièrement. Et on avait les idées, mais on n'avait pas l'argent. Et donc, des personnes ont cru en nous, des sponsors ont cru en nous, on a organisé des choses exceptionnelles. Justement, il a fallu que je transmette à la jeunesse d'aujourd'hui mon rêve. Parce que nombreux croient que, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout tombe du ciel, que Nawal peut-être a eu de la chance. Mais j'essaie d'expliquer que si on ne travaille pas, on ne réussit pas dans la vie.
et en leur démontrant également toutes ces valeurs illimitées du sport, qui sont l'excellence, l'amitié, le dépassement de soi, la connaissance de soi, et puis la maîtrise de soi, et puis le respect de soi, le respect de l'autre. Et on a organisé une liste illimitée d'événements. En 2022, l'année prochaine, nous allons fêter nos 20 ans d'existence. Et 20 ans d'existence, durant ces 20 ans, on a touché à la jeune fille, on a touché aux jeunes garçons, on a touché aux enfants, on a touché aux personnes âgées, on a touché à des thèmes qui sont tabous, tels que le dopage, les jeux illégaux, on a touché à la naturalisation des jeunes qui essaient d'aller au-delà des frontières à la recherche d'une vie meilleure en France, en Espagne, en Italie ou bien au Bahreïn. On essaie de les raisonner pour leur parler surtout de ces valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais de leur inculquer cet esprit du sport et ce pouvoir magique du sport qui peut transformer votre vie. Et j'ai dit tout à l'heure que les 54 secondes m'ont impacté à tout jamais. Je ne suis plus la Nawal d'avant, qui avait les yeux baissés, qui n'arrivait même pas à parler, qui était profondément timide et intimidée facilement. Et le sport vous transforme. Et je me rappelle au moment où on m'a tendu le premier micro en sortant de ma course en 1984, j'étais paralysée de peur. Et ce sont ces valeurs et ces choses-là que j'ai envie de transmettre à la jeune génération aujourd'hui, de cette confiance et de cette maîtrise de soi. Et donc l'association a organisé, avec notamment plein de partenaires et tous ceux qui croient au sport, pour justement véhiculer ces messages, les messages de paix, de fraternité aussi, le message de développement à travers le sport. Le sport reste le cœur de notre métier, mais avec le sport et grâce au sport, on essaie de toucher l'environnement, de toucher l'éducation, de toucher la jeunesse, de lutter contre la marginalisation, la pauvreté, l'exclusion, la drogue, le dopage, tous ces fondamentalismes, toutes ces choses-là qui font que la jeunesse aujourd'hui est perdue et paumée un peu dans son esprit. Et ça donne à des pratiques qui font qu'ils sont vraiment tirés vers le bas et le sport peut les tirer vers le haut. Et nous sommes des exemples vivants avec Hicham El Garrouj, Aoueta, Nzahabi Douane. Et la liste est longue de tous ces champions qui ont démarré avec rien. On a tous démarré en courant les pieds nus, sans les moyens. Et si on est arrivé aujourd'hui, c'est grâce au sport. Donc c'est un message que je porte tous les jours avec moi et que je transmets à toutes les générations marocaines et les générations d'ailleurs en Afrique et un peu partout dans le monde. C'est une association, si elle existe, grâce à nos nombreux bénévoles et les membres qui sont déterminés, qui sont unis, soudés et qui sont vraiment qui donnent de leur temps, de leur énergie et également de leur poche pour aider l'autre. On fait des caravanes humanitaires annuellement. On a été à travers tout le Maroc. On a touché à toutes les 12 régions du Maroc. On a été par exemple là tout récemment à Zagora. L'année passée, on était à Touama, dans la région de Tahennaout. On a été à Khnefra, à Ouazzane, à Tiznit. On a sillonné le Maroc. Et ça nous a permis de découvrir notre propre pays et d'aller toucher le Maroc profond. On part là-bas parce que c'est notre Maroc à nous. Et on court avec les petits, on saute avec les petits de manière ludique pour ne pas qu'ils s'éloignent du sport, parce que souvent on a des petits qui... C'est vrai, courir, ça rappelle un peu la souffrance. Les gens se disent, mais pourquoi je vais courir ? Quand j'ai le point de côté, je ne peux pas aller au-delà parce que je me fatigue facilement. Mais en pratiquant du sport, ça peut vous éloigner de pas mal de maux de cette société, de pas mal de maladies, Le médecin peut vous prescrire, au lieu de vous prescrire un médicament, il peut vous dire marchez 20 minutes par jour et vous allez guérir. Plus de cholestérol, plus de diabète, plus ceci, plus de cela.
Donc moi je crois profondément au pouvoir magique du sport et c'est ce qu'on essaie de véhiculer à travers notre association où j'ai parlé du sport comme cœur de notre métier, mais on touche encore une fois à l'élément de l'environnement, l'éducation, on touche pratiquement à tous les volets. Tous les volets on travaille avec, sachant que les Nations Unies, encore une fois, ont compris le rôle de ces athlètes ou de ces champions, de manière générale, de ces sportifs, parce qu'ils sont porteurs d'un message beaucoup plus facile, chose que peut-être un diplomate ne peut pas faire. Et les Nations Unies ont utilisé pas mal de champions tels que Pelé, Maradona, Emerson Fittipaldi, Nadia Comaneci, Sergei Bubka, Boris Becker, Hicham El Guerrouj, Nawal Moutaoukil, et la liste est longue de tous ces champions qui, eux, essayent de véhiculer un message de paix, de fraternité, de développement et de tous ces piliers qui ont été choisis par les Nations Unies pour porter certains messages. Donc pourquoi ne pas le faire dans mon propre pays, d'abord? Vous occupez de 2012 à 2016 le poste de vice-présidente du Comité international olympique, au sein duquel vous êtes actuellement un membre du comité exécutif. Alors, comment voyez-vous votre futur dans le CIO? Alors d'abord, je ne me voyais même pas dans le CIO. Juste pour parler de ça, je cours en 1984, je gagne une médaille d'or. Et donc ma vie, je me disais, je termine mes études, je rentre au Maroc, point barre. Et c'est là où j'ai découvert que ma place est dans ce mouvement olympique. Donc, de par ma curiosité, j'essaie de fouiner, de lire, de me documenter sur ce baron Pierre de Coubertin et les différents présidents qui sont venus après lui, en terminant par président Samaranch, espagnol de nationalité, décédé aujourd'hui, qui a fait appel à moi et qui était lui-même impressionné par ma performance en 1984. Il était déjà président du Comité international olympique et qui m'a souvent invité à prendre la parole lors de certains forums, notamment en Asie, dans les pays arabes et en Afrique. Et il a vu mon évolution, il a vu que j'étais devenue passionnée par ce que je faisais. Et il a commencé à m'inviter par la suite à siéger dans des groupes de travail, des groupes de réflexion, de par, je dirais, d'où je viens. Je suis marocaine, je suis arabe, je suis méditerranéenne, je suis africaine et je suis musulmane. Donc tout ça était des, je sais pas, des signaux qui ont vu, enfin lui, a qualifié ma personne comme futur membre du Comité international olympique. Or moi, juste le fait d'appartenir à des petits groupes de réflexion, pour moi c'était le summum de l'Olympe. C'était déjà le paradis pour moi. Et donc à chaque fois, il est venu me féliciter par rapport à mes performances. À chaque fois, il est venu, il m'a envoyé un courrier, d'ailleurs que j'ai toujours. Ce sont des courriers que j'ai collectionnés, parce que pour moi, ils avaient une valeur inestimable. Et jusqu'au jour où il m'a demandé d'appartenir carrément à part entière en tant que membre du Comité international olympique. Alors là, c'était vraiment pour moi le rêve ultime, parce que je me disais jamais je n'ai rêvé de devenir membre du Comité international olympique. Parce que quand même, c'était une instance qui, dans ma tête, était réservée qu'à une certaine classe sociale. Et lui voulait ouvrir le Comité international olympique à une plus large membership de personnes venant de différents continents, de différentes couches sociales, de différentes... je dirais, il voulait aussi avoir une présence féminine dans cette instance. Donc je deviens membre du Comité international olympique en 1998 à Nagano, au Japon. Mais je n'étais acceptée qu'un an plus tard parce qu'il y avait pas mal de problèmes à l'époque. Donc je prête serment en Corée, à Séoul, en 1999. Et chemin faisant, je suis nommée dans différentes commissions, la commission féminine, et puis la commission de marketing, et puis la commission de différentes candidatures. Et je deviens ensuite, je préside carrément la candidature
le dossier de candidature pour les Jeux de 2012 à Londres et puis pour les Jeux olympiques de 2016, où j'ai vraiment dirigé toute une équipe qui était derrière moi, de pratiquement 20 personnes à 30 personnes. Donc c'est là où vraiment mon autre président, qui est devenu président par la suite, qui s'appelle le président Jacques Rogge, me propose carrément d'intégrer l'exécutif, qui est vraiment une commission hermétique composée de 15 personnes qui gouvernent le sport au niveau planétaire. Et là, il fallait passer aux élections. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas une nomination, c'est une élection. Et j'ai eu un très haut score. Un très haut score, mais vraiment pratiquement à l'unanimité. Et je deviens membre de l'exécutif en 2008 à Pékin. Et en 2012, je deviens 3e vice-présidente. En 2013, je deviens première vice-présidente. Et je préside pas mal de dossiers au niveau interne. Et pourquoi je rappelle tout ça? Pour dire que only the sky is high. The sky is the limit. Il ne faut jamais se dire je me limite à ça et dans mes ambitions et mes rêves, je reste seulement à ce niveau-là. Je pense qu'il faut pousser les murs, il faut pousser les portes encore une fois. Il faut aller au-delà de nos ambitions. Il faut pas. Je voudrais rappeler aussi que Nawal a eu pas mal d'échecs. Elle est tombée à maintes reprises, elle s'est blessée à maintes reprises. Elle a été brimée dans son parcours à maintes reprises. Elle s'est fait opérer des genoux. Et donc tout ça a fait que l'échec n'a jamais fait partie de ça a fait partie de ma vie, mais pour moi c'était juste un petit handicap que je pourrais surpasser. Et je rappelle ça aux étudiants qui nous regardent aujourd'hui, pour leur dire que jamais un succès n'est définitif, que jamais un échec n'est fatal, et que seul compte le courage. Et avec le courage, on peut déplacer des montagnes. On peut déplacer des montagnes. Donc le Marocain est connu par son courage, est connu par sa détermination. Et vous, étudiants, je suis sûre que quand vous allez m'écouter, vous allez vous dire, effectivement, j'ai connu des échecs, mais j'ai voulu baisser les bras. Mais il faut avancer dans la vie, pas à pas. Parce que, encore une fois, nombreux ont dit, Nawal a eu beaucoup de chance. Je répète plusieurs fois que la chance, ce n'est qu'un petit élément dans vos rêves. Et vous devez travailler. Et la chance, c'est 1%. Alors, étant moi-même un étudiant de l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda, donc je ne sais pas si vous avez un petit mot à dédier aux étudiants spécifiquement de notre école. Écoutez, d'abord, c'est une fierté pour moi de vous recevoir, les représentants de l'ENSA Oujda. Quand je vous vois, je lis sur vos visages des futurs leaders marocains et ça ne m'étonnerait pas de croiser un ou une parmi vous en tant que député parlementaire ou bien ministre qui disait il y a quelques années, 30 ans en arrière, que Nawal allait devenir ministre, qui disait 30 ans en arrière que Nawal allait devenir première vice-présidente du Comité international olympique. Jamais de la vie. Donc il ne faut pas arrêter de rêver, il faut avoir des ambitions, et il faut travailler. Et l'ENSA Oujda, je vois que vous êtes porteur de plein d'espoir et vous allez aller très très loin. Je vous fais confiance, je viendrai vous voir parce qu'on a tellement de choses à faire ensemble. Alors, comme il est coutume dans notre émission, on va dresser un petit portrait chinois. Donc, je ne sais pas si vous êtes familière par rapport au concept. Je vais vous poser 3 questions par rapport à ce que vous pourriez incarner. Donc, ça pourrait être un animal ou quelque chose d'autre. Donc, pour la première question, c'est si vous étiez un sport, lequel seriez-vous? Alors, si j'étais un sport, vous voulez que je vous dise la vérité? J'ai envie de rester dans mon sport, l'athlétisme. Parce que l'athlétisme vous apprend tellement de valeurs. Tous les sports vous apprennent beaucoup de valeurs. Mais mon épreuve à moi, de 400 mètres est une véritable école de la vie. Je le répète tout le temps, partout où je vais. Ça vous apprend la détermination, ça vous apprend la discipline, beaucoup de discipline. Ça vous apprend beaucoup de choses. Il y a un départ, il y a une arrivée, et il y a 10 obstacles. Et pour moi, ce sont les obstacles de la vie. Et puis, il faut vous entraîner de manière régulière, constante, toute l'année, tous les jours, 2 fois par jour. Tout ça pour passer une seule haie. Et le jour J, vous risquez de tomber.
de casser cette haie, de vous blesser. Et souvent, en vous blessant, en cassant la haie, en tombant, c'est tous vos rêves qui s'évaporent. Et donc tout ça, ça vous prépare à votre avenir professionnel, à votre avenir familial. Donc pour moi, ce 400 mètres haie fait partie de ma vie, de mon sport que j'aime, qui est l'athlétisme. Et cette épreuve, je l'affectionne énormément parce qu'il y a de tout. Il y a l'équilibre, il y a la dextérité, il y a la précision, puis il y a la réflexion. Vous devez avoir un quotient d'intelligence tellement élevé pour calculer. C'est presque il y a les mathématiques, il y a la science, il y a tout dans cette épreuve. Et puis vous arrivez en toute fraîcheur, tout en... je dirais, vous arrivez à la ligne d'arrivée tellement fatigué, mais en toute fraîcheur parce que vous vous dites derrière, j'ai passé les 10 obstacles. Alors, pour la deuxième question du portrait chinois, si vous étiez un métier, lequel seriez-vous? Un métier. Alors, j'aimerais être quelqu'un pour une meilleure justice sociale. Alors, c'est quoi ce métier? Un avocat, un juge? Éventuellement. Une meilleure justice sociale où chacun a un toit, où chacun a un lit, où chacun a de quoi manger, où chacun doit avoir accès à l'éducation, accès au sport, accès à toutes ces choses-là dans la vie. Quand je circule dans Casablanca, je vois que cette justice sociale n'est pas équitable. Et j'aimerais militer, avoir un chapeau pour une autre casquette pour que cette justice sociale puisse être égale à tous les niveaux, au niveau national. Et vous incarnez déjà ça en tant que présidente de l'association marocaine Sport et Développement. Je pense que vous faites déjà ça. Mais c'est pas suffisant. J'aimerais faire ça et que chaque Marocain, même vous ici présents, même vous qui nous regardez aujourd'hui, essayez d'avoir cet esprit de justice sociale pour que chacun puisse avoir avoir une dignité dans la vie, et ne pas tendre la main. Donc, dernière question, si vous étiez une qualité, laquelle serait-elle? Qualité. Je dirais la persévérance. La persévérance. Et la persévérance. C'est la qualité que j'aimerais être. Dans la vie, il faut persévérer. Il ne faut jamais baisser les bras. Et vive l'ENSA Oujda. Bon courage à vous, tous les étudiants de l'ENSA Oujda. Bon courage, je vous souhaite tout le bonheur du monde, plein de réussite.